Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors la question à laquelle il m'a été proposé de répondre, de tenter de répondre, est évidemment particulièrement large. Comment initier la transition bas carbone en Belgique? Je ne vais évidemment pas prétendre y répondre complètement, mais ce que je vais faire, c'est au départ d'analyses que nous avons pu mener au sein de l'administration publique avec l'aide précieuse et indispensable de nombreux chercheurs et consultants. Au départ de ces analyses, au départ aussi de l'expérience que j'ai acquise au cours de quelques années de rencontres avec pas mal d'acteurs de terrain autour de ces questions, c'est d'amener des éléments de réflexion qui apparaîtront parfois un peu superficiels, mais qu'on pourra, j'espère, approfondir dans le cadre du débat. Alors, ce que je voudrais faire, après avoir brièvement précisé ce que j'entends par transition bas carbone, c'est amener surtout trois éléments. D'abord, pour initier la transition bas carbone, il nous est apparu qu'il était particulièrement important de se rendre compte de ce que ça voulait dire précisément, concrètement, de visionner ce que ça pouvait être dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Et je vais amener des éléments à ce sujet-là et montrer que techniquement, concrètement, c'est possible d'atteindre les réductions auxquelles était la loi fait référence, moins 80, moins 95% en Belgique. Le deuxième élément, c'est est-ce que, du point de vue de la société, c'est intéressant d'y aller? Et donc, est-ce que, d'un point de vue au moins macroéconomique, est-ce qu'on a à y gagner de cette transition bas carbone? Nous, je vais préciser ce que j'entends par gain économique ou macroéconomique. Et enfin, le point qui me semble le plus difficile et sur lequel il faudra le plus insister pour lever les obstacles, c'est la question distributive, la question de changement culturel et enfin et surtout la question de changement institutionnel. Je terminerai évidemment avec quelques perspectives. Alors d'abord, où en sommes-nous en termes d'émissions de gaz à effet de serre en Belgique? Depuis 1990, on a réduit les émissions de gaz à effet de serre. Derrière cela se cachent des tendances assez différentes selon les secteurs. On ne peut pas crier hurrah trop vite parce qu'on a clairement des choses assez intéressantes au niveau des bâtiments. Là, les émissions ont assez fortement diminué. Par contre, au niveau des transports, il ne sera pas allusion, j'imagine, tout à l'heure, là, on a une nette augmentation de l'ordre de 25% pratiquement sur la période. Au niveau industrie, on a baissé aussi pas mal. En même temps, on sait qu'il y a une part de carbone importé qui compense malheureusement ces diminutions. Bref, une certaine diminution, mais le plus ennuyeux, c'est les projections qui sont faites officiellement au niveau national et qui prévoient de continuer à stabiliser ces émissions à politique inchangée. Donc je précise, c'est bien à politique inchangée. Donc l'enjeu de la transition bas carbone, c'est quoi? C'est ceci, c'est faire 80 à 95% de réduction, donc l'écart, il est encore immense. Est-ce que ça veut dire qu'on n'y est pas du tout, qu'on n'a pas encore du tout initié la transition bas carbone? Je n'irai pas jusque-là, je vais présenter ici, à titre illustratif ici, des initiatives qui sont prises, en tout cas des engagements qui sont pris par en l'occurrence ici par des villes et communes, dans le cadre de la Convention des maires, mais aussi au-delà, donc avec des engagements qui portent à long terme à 2050, voire même à 2030, vers la neutralité carbone ou des réductions qui sont particulièrement importantes. Donc il y a des processus qui se mettent en place au niveau de toute une série d'acteurs privés également. Donc je dirais que ma conclusion par rapport à où en est-on en termes d'initiation de la transition bas carbone, et pour faire référence à la théorie de la transition qui voit la transition en 4 phases, une phase de pré-développement, de décollage, pour arriver in fine à une stabilisation. Je dirais de nouveau, je l'exprime ici à titre évidemment complètement personnel, qu'on est plutôt dans une phase de pré-développement, voire en tout début de décollage, mais qu'on se situe ici, c'est-à-dire un endroit où on est encore à analyser le système dans lequel on fonctionne et essayer de formuler des visions, des perspectives vers où on veut aboutir. Et justement, par rapport à ces perspectives, donc, vers où on peut aller, est-ce que c'est possible concrètement, à quoi cela ressemble? Je dirais que le premier message, c'est que techniquement, avec les technologies dont on dispose à l'heure actuelle, donc sans imaginer de technologie breakthrough,
on peut arriver à atteindre les 2 degrés. Il y a des tas d'analyses qui sont faites. Ici, j'en présente une qui est particulièrement intéressante parce qu'elle découle d'analyses qui sont faites au niveau de tous ces pays qui sont mentionnés, donc les principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Mais vous avez des analyses du même type qui sont faites par l'Agence internationale de l'énergie, par l'OCDE et bien d'autres encore. Et nous avons fait, avec des consultants de Climact et du Vito, nous avons construit des scénarios pour la Belgique. Et donc on montre que, mis à part certaines technologies dont la capture et séquestration du carbone, sur lesquelles certaines incertitudes subsistent, qu'avec les technologies actuelles, on peut atteindre des réductions de l'ordre de 80%. On a un scénario assez semblable de 95%. Et donc forcément, tous les secteurs doivent contribuer. Vous voyez des pourcentages de réduction en fin de période en 2050, avec évidemment des questions qui subsistent pour le secteur de l'agriculture, où on atteint un peu plus difficilement des pourcentages de réduction qui sont aussi prononcés. Alors, c'est possible techniquement, c'est possible, on peut envisager cela, mais on doit bien se rendre compte, et c'est aussi une des difficultés, qu'on peut construire des scénarios qui finalement sont assez différents. On peut y arriver de différentes manières à ces 80 ou 95%. Et ça, on l'a fait et on a voulu le mettre en évidence, notamment en consultant toute une série de parties prenantes, donc de représentations de fédérations patronales, d'ONG, on a rencontré plus de 120 acteurs de terrain pour essayer de construire des scénarios qui étaient relativement parlants et contrastés. Et donc, je ne vais pas passer trop de temps sur ceci. Vous les retrouverez aussi, je fais rapidement la publicité pour ces travaux auxquels Edwin Zakai a fait référence dans son introduction. Mais je voudrais mettre en évidence que, voilà, on peut imaginer une Belgique bas carbone dans laquelle on met relativement beaucoup d'éoliennes et de panneaux solaires photovoltaïques, ce qui ne veut pas dire de toute façon, on ne doit pas en mettre partout, on ne doit pas remplir le pays, enfin, je pense que Damien y reviendra tout à l'heure, mais on peut mettre l'accent sur la technologie, peut-être donc du coup un petit peu moins sur les réductions de consommation énergétique, comme on peut aussi envisager un scénario qui serait peut-être, donc je lâche le mot peut-être qui est peut-être un peu exagéré, un peu fort, mais moins consumériste, qui serait de type changement de comportement assez important, dans lequel on retrouverait par exemple, dans les nouvelles constructions qui seraient réalisées au niveau de l'habitat, une part nettement plus importante d'appartements que de maisons 4 façades, dans lequel on retrouverait par exemple une baisse du nombre de kilomètres parcourus par personne, au lieu d'une stabilisation ou d'une augmentation comme les projections business as usual tendent à l'indiquer. Donc on a un contraste, il y a encore des questions qui sont posées, mais il y a tout de même des choses qui sont assez communes à ces différents scénarios, et le fait qu'on continue à s'interroger, je crois qu'on doit encore à ce stade-ci continuer à s'interroger sur le très long terme, sur le 2050, fait en sorte que faire démarrer la transition n'est pas nécessairement chose complètement aisée. Dernier élément, peut-être pour illustrer ces différences entre scénarios, j'indique ici le nombre de véhicules privés, de voitures qui seraient présents sur le territoire belge en 2050 dans l'un ou l'autre scénario. Et vous voyez qu'on arrive dans les deux scénarios à 80% de réduction des émissions, mais de façon particulièrement contrastée. Alors, est-ce que c'est intéressant économiquement, macroéconomiquement ? Ici, ce que je veux surtout pointer, c'est l'enjeu des investissements qu'on va devoir faire dans l'économie via le système énergétique. Et là, il y a un changement d'une part en niveau d'investissement, a priori un peu plus d'investissement, et d'autre part en type d'investissement. Ici, c'est un graphique sur lequel je ne vais pas passer trop de temps, mais qui provient de l'Agence internationale de l'énergie, qui met en évidence l'enjeu de l'investissement et en anglais trillions, donc les milliers de milliards qu'il y a à investir dans le système énergétique au niveau mondial. On parle de l'ordre de 30 à 40 milliards sur la période 2015-2030. Donc il s'agit de transformations et de changements qui sont particulièrement importants. Cet exercice, nous l'avons fait également de nouveau avec les mêmes consultants au niveau belge. Vous voyez ici un scénario de référence, donc on pourrait qualifier au fil de l'eau, business as usual, et le scénario que je montrais tout à l'heure, le scénario central, dans lequel vous observez que, en gros, les investissements que vous retrouvez ici dans le système énergétique vont en fait a priori augmenter, qui vont permettre
une baisse de la facture énergétique que vous voyez tout en haut, via une réduction de la consommation énergétique qui est importante. Et donc ce à quoi on va arriver, donc ici derrière il y a beaucoup de changements dans les bâtiments, donc beaucoup d'investissements dans les bâtiments, notamment la rénovation, puisque ceci signifie qu'il faut passer de 1% de rénovation du parc immobilier existant à 2%, donc une relance de l'économie de par ce mécanisme. Et ce sont des résultats encore assez préliminaires de travaux qui complètent celui que je viens de présenter, qui indique que finalement une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre en Belgique est potentiellement compatible avec une activité économique qui reste importante. Ça ne veut pas dire de nouveau qu'il faut nécessairement que le PIB augmente ou soit plus important. Souvenez-vous de ce que je vous ai présenté avec le nombre de véhicules qui seraient présents en Belgique. On peut très bien avoir un autre type de croissance. Et lequel ici, c'est vraiment la relance par l'investissement et dans les bâtiments notamment qui pourra avoir un effet particulièrement intéressant sur l'activité économique. Donc l'argument selon lequel on ne peut pas faire la transition bas carbone, on ne peut pas l'initier, les freins sont de nature économique, du moins macroéconomique, à mon sens, ne tiennent pas. Et je pense que cet argument de la possibilité de maintenir une activité économique forte et positive en Belgique commence à pénétrer dans le débat. À côté de ça, n'oublions pas, et ceci aussi, là on n'est pas encore très loin dans l'analyse j'appellerais ça des impacts collatéraux, des co-bénéfices de telles réductions, puisque si vous regardez voilà, les problèmes de pollution de l'air, là vous avez des évaluations qui sont faites, j'ai diverses sources ici que je n'ai pas eu l'occasion de mentionner pour chacun de ces points, mais le coût économique en pourcentage du PIB, donc ce n'est pas nécessairement une perte de PIB, mais exprimé en pourcentage du PIB, la pollution de l'air en Belgique, c'est une estimation de l'OCDE, 4%, l'équivalent de 4% du PIB. Les problèmes de congestion, on les évalue généralement à 2% du PIB, les accidents routiers autour de 2%. Le fait que l'habitat pourrait être rendu plus confortable grâce à des rénovations profondes, notamment en termes de qualité de l'air, de nouveau 1 à 2%. Des questions d'alimentation, si on a une alimentation qui est moins riche en protéines animales, une étude anglaise a montré qu'on pouvait avoir de nouveau des bénéfices très importants sur la santé, dont l'évaluation monétaire est très significative. Peu importe les chiffres, on peut en débattre, notamment sur l'évaluation économique, la monétarisation qui est derrière ces chiffres, mais en tout cas, on parle de gros montants qui pourraient être largement diminués grâce à une transition bas carbone. Deux autres bénéfices aussi qui sont plus difficiles à quantifier, c'est évidemment, et qui sont tout en haut de l'agenda politique. Le premier, c'est évidemment la question de la sécurité énergétique, de la sécurité d'approvisionnement, et le second, c'est des questions de risque systémique. Pas plus tard qu'en février de cette année, le comité européen pour le risque systémique mettait en évidence, mettait en garde contre si on avance trop lentement vers une transition bas carbone, les risques systémiques, donc pour l'ensemble du système financier, peuvent s'avérer particulièrement importants. Alors, vu que ces points-là, je le dis, doivent clairement être adressés, mais ne sont pas les plus problématiques, ceux qui sont les plus problématiques sont, à mon sens, distributifs, culturels et institutionnels. Distributif, j'entends par là le caractère potentiellement, et vous avez vu que j'ai souligné le mot potentiellement régressif des politiques d'atténuation, et en particulier la question du prix carbone, de la mise en place d'un prix carbone, donc une hausse de la fiscalité qui pèse sur le carbone, et je crois que peu de gens sont contre cette idée et cette nécessité à notre sens, mais en même temps, sachant que si on met une fiscalité carbone en place en Belgique, on peut collecter des recettes, des revenus de l'ordre de 2, 3, voire même jusqu'à 4 milliards d'euros sur une base annuelle, donc des montants très significatifs qui peuvent être évidemment utilisés sous forme de compensation pour ces personnes. La question de la pauvreté énergétique, évidemment, là on regarde les premiers déciles de la distribution des revenus, l'accès évidemment au financement. Quand on parle de ces rénovations très profondes de l'habitat, il faut encore avoir accès au capital, et donc il y a là des enjeux distributifs.
Et puis, je dirais à plus long terme, mais à tous ceux qui détiennent des actifs carbonés, intensifs en carbone, quels qu'ils soient. Là, j'ai pris deux exemples assez extrêmes. D'une part, les maisons qui seraient peu isolées, donc qui vont perdre une certaine valeur. À l'autre extrême, les détenteurs des réserves en combustible fossile. Bref, il y a évidemment des perdants. Et donc la question, c'est la question de la compensation. Mais l'argument précédent, l'argument du gain macroéconomique, de la taille du gâteau qui ne va pas nécessairement diminuer, dit bien qu'il est possible, en tout cas en théorie, de compenser ces pertes. Je vais passer ceci rapidement. La question culturelle et comportementale, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette représentation en fait, de la surface qui est occupée par deux villes qui ont pourtant une population tout à fait identique, donc Atlanta et Barcelone. Bon, il est évident que les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à la vie de ces habitants sont particulièrement différentes. Voilà, c'est des questions culturelles, c'est des questions d'habitude, évidemment liées avec l'aménagement du territoire. Ce ne sont pas des choses qui se changent rapidement, mais ce sont des choses assez fondamentales sur lesquelles il est possible, a priori, d'agir. La consommation, l'alimentation en particulier, je faisais référence tout à l'heure, la consommation de viande, mais il y a des habitudes, est-ce qu'on arrive à les changer? On ne doit pas nécessairement tous devenir végétariens, mais on sait qu'on consomme, le Belge consomme en moyenne 2 fois trop de viande par rapport aux recommandations du Conseil supérieur de la santé. Donc ici, la solution, évidemment, c'est imaginer, communiquer, sensibiliser sur ces questions de changement de comportement. Et enfin, la question institutionnelle, et j'aime citer ici ce que l'économiste Nicholas Stern écrivait dans un rapport sur l'économie des changements climatiques, qui disait que pour lui, la question des changements climatiques devait être vue comme la défaillance de marché la plus importante qui existe. J'aime dire ça parce que ça veut dire que voilà, on a clairement une motivation, une nécessité d'une intervention publique en reconnaissant toutefois qu'on agit évidemment dans un contexte mondial, multidomaine, incertain et aussi de long terme. Et donc qui pose question par rapport à la mise en place d'une gouvernance qui soit efficace dans ce contexte-là. Donc je disais mondial, j'ai présenté tout à l'heure la carte de la Belgique avec une série d'initiatives. Il y a l'initiative du plus local vers l'international, donc qui contient les Nations Unies avec l'échelon européen, etc. Je ne vais pas dans les détails. Multidomaine, je veux dire par là que, évidemment, quand on parle de politique climatique, on parle aussi d'abord de politique énergétique, on parle de politique de mobilité, on parle aussi de politique sociale, on parle de politique fiscale, on parle de plein de choses. Donc toutes ces choses se tiennent et très clairement, c'est quelque chose qu'on lit, qu'on ressent de la part des acteurs aussi, c'est le manque, la difficulté d'intégrer toutes ces politiques dans les différents domaines. C'est un point qui est largement souligné par l'OCDE, vous voyez les références que je mentionne ici. L'incertitude, évidemment, le fait qu'on doit travailler à long terme et qu'on a peu de connaissances sur comment vont évoluer, par exemple, les technologies. Je présente ici juste une forme de courbe d'apprentissage de la baisse des coûts de l'électricité photovoltaïque au cours du temps. Comment anticiper ça? Comment anticiper donc vers quels investissements se diriger de manière intelligente? Et enfin, en termes de gouvernance climatique, et ici je reprends des éléments qui ont déjà été présentés par Étienne Anon, mais je ne vais pas avoir le temps de les détailler, mais évidemment la question de la gouvernance climatique, et en particulier en Belgique, est pointée du doigt par toute une série d'organisations internationales, mais aussi en intra-belge, et donc on voit tous les difficultés d'arriver à une gouvernance intégrée étant donné notre contexte notamment institutionnel. En conclusion, le processus, je pense avoir rapidement esquissé, est un processus forcément extrêmement complexe et qui va prendre du temps. Donc complexe parce qu'il signifie qu'il faut impliquer toute une série d'acteurs au niveau international. Il signifie qu'il faut, et que la transition viendra notamment et principalement de niches d'innovation qui seraient à la fois technologiques
mais aussi et surtout sociales, comportementales, et que ces innovations vont petit à petit pénétrer le système. Ça va prendre du temps. Généralement, les experts parlent de 20, 30, 40, 50 ans pour réaliser une transition de ce type qui serait complète. Alors en termes de perspective, et je vais terminer avec ce slide, c'est ce que font nos voisins là-dessus. Comment capter cette base, ces initiatives, ces volontés au niveau belge? Eh bien, je dirais que, regardez, le Royaume-Uni a mis en 2008 en place ce qu'il a appelé la Climate Change Act, donc une loi climat, une loi qui permet de voir à long terme, d'instaurer des budgets carbone qui sont inscrits dans la loi et qui font l'objet de vérification par un comité indépendant. L'Allemagne, vous en avez certainement entendu parler, Energiewende, une politique industrielle, c'est vraiment leur volonté, c'est comme ça qu'ils la présentent, la volonté de s'engager pour l'éolien et pour le solaire, mais pour des raisons industrielles. Et enfin, beaucoup plus récemment, la France, avec l'adoption d'une loi de transition énergétique, qui est une approche particulièrement exhaustive, englobante, de toute une série d'objectifs, donc multidomaines, multi-échelons, parce que les régions, les localités sont aussi impliquées, avec aussi l'implication et un débat sociétal, un débat société très important qui a été mis en place pour l'adoption de ces lois de transition énergétique. Et donc, je pense que c'est un élément de débat à voir tout à l'heure, c'est comment ces trois pays peuvent nous inspirer pour la transition bas carbone en Belgique. Et je vous remercie de votre attention.